Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous avez l'habitude, c'est votre numéro qui vous permet d'intervenir entre 10h30 et midi et demi. Parlons Vrai chez Bourdin. Tout le monde peut s'exprimer, toutes les voix sont entendues, alors n'hésitez pas. Emmanuel Villeneuve est agriculteur à Sainte-Soline. En larmes, il a témoigné après les affrontements. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Nos champs sont saccagés, notre matériel a été détruit, c'est difficile à vivre. Il est avec nous. Dans un instant, il va témoigner. Nous irons dans l'Ain, à Saint-Jean-le-Vieux, 350 habitants. L'association propriétaire du château, situé sur la commune, veut accueillir des migrants. Le maire, que nous allons appeler, s'y oppose. 11h midi, débat. Peut-on parler de violence policière en France? Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées? Vous pouvez intervenir 0826 300 300 à 12h05. Nouveau témoignage, celui de Marguerite Stern, militante féministe accusée de transphobie. Elle devait participer à un colloque à Nantes de soutien aux femmes afghanes et iraniennes. Elle a été interdite de colloque sous pression des militants transgenres, car pour Marguerite Stern, une femme est une femme et un homme est un homme. Il est 10h31. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Parlons Vrai chez Bourdin. Le programme est riche. Ça va être passionnant. Dans quel monde vit-on? Nous vous retrouvons tous les jours, Félix Mathieu. Nous vous parlions récemment de la mort d'un cheminot en gare de Saint-Étienne. Il avait goûté au contenu d'un cubiténaire abandonné. On sait désormais que le liquide fatal contenait de la cocaïne. Oui, de la cocaïne, mais aussi du levamiscol, un produit antiparasitaire classé substance vénéneuse, mais régulièrement utilisé par les trafiquants pour diluer la cocaïne. La justice vient de donner ces détails. Le cocktail fatal a été retrouvé dans un sac contenant 2 cubis d'1,5 litre de punch oublié en gare de Saint-Étienne-Château-Creux. La sûreté ferroviaire l'a remis aux 4 agents d'escale. Et là, au lieu de le déposer aux objets trouvés, ces derniers ont décidé de se servir 4 verres. Celui qui a bu le premier l'a aussitôt recraché en disant à ses collègues de ne pas y toucher. Il a ensuite fait un malaise, perdu connaissance, puis succombé malgré l'intervention des pompiers. L'homme de 41 ans, membre de la CGT cheminot, était père de 2 enfants. Il a fait une intoxication ou une overdose, indique le procureur. L'un des 3 autres agents SNCF a subi des examens au CHU de Saint-Étienne. Sa bouche avait été anesthésiée après avoir trempé ses lèvres dans son verre, mais lui n'a pas eu de séquelles. Retrouvez tous les jours de 10h30 à midi et demi votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Vous n'hésitez pas. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, il n'y a aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Vous n'hésitez pas. Il est 10h33. Témoignage pour commencer cette émission. Témoignage d'Emmanuel Villeneuve qui est agriculteur à Sainte-Soline. Emmanuel Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 150 hectares à Sainte-Soline que vous exploitez avec votre fils. C'est cela? C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a 2 semaines, sur vos terres en partie, pas que sur les vôtres d'ailleurs, affrontement entre manifestants contre les méga-bassines, la méga-bassine de Sainte-Soline et forces de l'ordre. Et j'ai vu et je vous ai écouté, je vous ai vu et je vous ai écouté, Emmanuel Villeneuve. 15 jours après, vous êtes toujours... quel mot pourrais-je employer pour qualifier votre sentiment? Il y a plusieurs sentiments. Il y a un écœurement. Oui. Parce que nous essayons de travailler intelligemment, nous essayons de protéger notre environnement. Vous savez, ça fait 60 ans que je vis sur cette commune, mes parents y ont vécu, mon fils s'installe, on a à cœur de préserver notre territoire. Et puis tout ce projet de réserve de substitution, justement, vise à nous permettre de vivre notre métier tout en respectant l'environnement. Puisque je le rappelle, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des gens. L'eau est prélevée au moment où elle est en abondance pour la laisser disponible quand en été la pénurie se fait sentir
et que les milieux risquent d'être dégradés si on continuait d'en prélever. Donc on est bien dans le partage de l'eau, contrairement à ce qui est dit, et surtout pas l'accaparement. Puisque la prendre l'hiver quand elle est en abondance, on n'a pas d'incidence sur le milieu, quoi qu'on en dise. Oui, vous n'allez pas puiser. C'est très réglementé, ces prélèvements. Oui, vous n'allez pas, Emmanuel Villeneuve, vous n'allez pas puiser dans les nappes phréatiques alors qu'il n'y a pas d'eau dans les nappes. Exactement. Exactement, c'est très réglementé. Si l'hiver était trop sec, on pourrait même pas pomper. On a même imaginé que ça pouvait arriver une année sur 10. Oui. Donc, pour vous, agriculteurs, ces méga-bassines, cette méga-bassine est indispensable. Que cultivez-vous, Emmanuel Villeneuve? Justement, sur notre exploitation, on a mis qui est une exploitation de polyculture élevage, puisqu'on fait également de l'élevage de volailles. On a mis plusieurs cultures en place pour... Je vais essayer d'être simple pour que ce soit bien compris par les non-initiés. On essaye d'avoir plusieurs cultures en alternance sur les parcelles d'une année sur l'autre. Et ça permet de faire de l'agronomie et ça permet de mieux maîtriser tout ce qui peut être les parasites de nos cultures. Le fait d'alterner les cultures au lieu de faire la répétition de la même culture. Je comprends. Or, pour faire cette alternance, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon des cultures d'hiver et des cultures de printemps. Les cultures de printemps, c'est principalement le soja, le maïs, les pois protéagineux pour l'alimentation animale, ou voire humaine, et puis éventuellement d'autres petits contrats qui pourraient venir si on avait la sécurisation de l'eau. Et tout ça, ça nous permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Le fait de faire cette alternance, on maîtrise mieux les mauvaises herbes, on maîtrise mieux les champignons qui sont néfastes à nos cultures, et on maîtrise mieux également les insectes. On a moins de dégâts à nos cultures. Ce qui nous paraît, c'est pour ça qu'on veut absolument on défend ce modèle-là, parce que justement, c'est bien l'attente de la société qu'on utilise moins de phytosanitaires. Oui. Si on n'a pas cette alternance, si on n'a pas la possibilité de mettre en place des cultures de printemps, ou si les récoltes de cultures de printemps sont trop mauvaises, on va les abandonner et on va revenir justement à une rotation simplifiée avec des répétitions fréquentes de cultures qui, au contraire, certes, nous ferons mettre un peu plus d'intrants, mais nous permettront de vivre. Et peut-être que au lieu de vivre à deux sur l'exploitation, on sera amené à plus pour une seule personne. Moins d'utilisation de phytosanitaires, moins d'utilisation d'eau, vous pratiquez une agriculture raisonnée. Et quand vous voyez tous les militants de l'environnement sur vos champs, sur vos terres, comment réagissez-vous? Vous l'avez vu, je suis dégoûté. Ils n'essayent pas de nous comprendre, ils utilisent le mensonge, ils nous dénigrent. Ils n'ont jamais venu, la plupart de ces gens-là qui sont venus n'ont jamais entamé le moindre dialogue avec nous. Jamais. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir une opinion sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et avec lequel on n'a pas essayé de dialoguer avec les gens. Ce projet, il a germé dans nos têtes il y a pratiquement une vingtaine d'années. Il s'est construit petit à petit avec toutes les parties prenantes, avec l'administration, avec... Allez-y, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la joie du direct. Allez-y, Emmanuel. Avec les associations environnementales, les associations de consommateurs, les associations de pêche, tout le monde a été mis autour de la table. Certains il y a eu quelques couacs, c'est un fait, mais dans l'ensemble, tout le monde a participé. Donc on ne comprend pas aujourd'hui qu'on vienne nous attaquer en disant qu'il faut tout remettre à plat. Ça a mis des années à se construire. Il y a eu une enquête d'utilité publique. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 ans ou en une année. Ça n'a pas germé seulement dans la tête des agriculteurs. C'est un projet de territoire qui est unique en France et en Europe. Est-ce que vos terres ont été saccagées, Emmanuel Villeneuve? Alors, personnellement, nous, on a très peu de dégâts puisqu'on s'est retrouvés à l'opposé de l'arrivée des manifestants. Oui. Mais j'ai beaucoup de compassion pour mon collègue jeune agriculteur, par exemple, qui a subi des dégradations sur son exploitation. Et qui
vient de s'installer avec ses parents, qui est en élevage caprin, en élevage de chèvres, et qui pratique un peu la même agriculture que je vous ai décrite. Oui, une agriculture raisonnée, encore Absolument. une fois. Hein, parce qu'il faut arrêter d'opposer sans cesse les militants de l'environnement et les agriculteurs. Il va bien falloir comprendre que chacun doit avoir sa place dans notre société. Bien sûr. Emmanuel Villeneuve. Bien sûr. Ça vous a fait... Je vous ai vu en larmes. Je vous ai vu en larmes dans les vidéos. Ça vous a fait mal au cœur. Hein. Oui, ça m'a fait mal au cœur pour toutes les raisons que je vous ai dit. Nos familles sont... sincèrement, nos familles sont traumatisées. Oui. Mon épouse a beaucoup de mal à supporter ça parce qu'elle sait comment on travaille, elle sait ce qu'on veut faire. Mes enfants qui sont pas dans le métier, mes deux autres enfants qui sont pas dans le métier, ont du mal aussi à accepter ça. Ils comprennent pas, ils savent comment je suis, ils savent ce qu'on veut faire, moi et mon fils, et on est dans l'incompréhension la plus totale. On est dégoûté aussi de voir que beaucoup de gens se sont préoccupés des manifestants, et c'est légitime, la Ligue des droits de l'homme, et je comprends. Mais personne jusque-là s'était intéressé à nous depuis, que ce soit aux manifestations d'octobre ou celles de maintenant. Ça fait 2 fois qu'on subit des pressions. Il y a des menaces à peine voilées, des dégradations. On vit un traumatisme, on n'est pas habitué à ça, et c'est pas notre mode de vie de subir ça. Vous êtes menacé, Emmanuel Villeneuve? Oui, on est forcément menacé puisqu'on a des dégradations. Alors on n'est pas menacé physiquement, personnellement, que c'est limite parfois, parce qu'on reçoit quand même quelques lettres anonymes parfois qui sont quand même douteuses. Mais on essaye de passer au-dessus. Mais oui, on vit quand même dans une certaine inquiétude parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, les manifestants, ils se sont heurtés aux gendarmes qui protégeaient la réserve. Mais s'ils n'avaient pas été là, qu'auraient fait les manifestants? Vers où auraient-ils été? Ils avaient à cœur de vouloir de la destruction et de provoquer un conflit. Et je suis d'autant plus écœuré que même des collègues agriculteurs viennent se battre contre nous, viennent dégrader. Et ils ne condamnent pas les exactions. Là, je suis scandalisé. Scandalisé. Je le sens. Est-ce qu'un agriculteur, je vais être indiscret, mais il faut dire la vérité, est-ce qu'un agriculteur comme vous gagne très bien sa vie? Écoutez, j'ai pas grand-chose à cacher. Moi, j'arrive à 60 ans. Il y a un peu plus de 40 ans que je suis dans le métier. Aujourd'hui, bon an, mal an, si je faisais une moyenne, je suis un petit peu au-dessus du SMIC, mais c'est tout, quoi. C'est pas un revenu de dingue, quoi. Voilà, je tenais à le préciser, parce que je tenais à le préciser. 150 hectares, ça ne veut pas dire richissime. 150 hectares, quand on pratique une agriculture raisonnée comme vous le faites, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on est quelqu'un de protégé non, vraiment. Et je suis content, Emmanuel Villeneuve, que vous soyez clair, hein, et que vous soyez franc. Un peu plus du SMIC pour travailler tous les jours. Je dis bien pour travailler tous les jours. Une moyenne, c'est ça. Hein, c'est ça, je le sais. Et je suis content de vous avoir donné la parole parce qu'on vous oublie. Parce qu'on ne pense pas, on a pensé aux manifestants, on a pensé aux forces de l'ordre, on a engagé des débats autour du maintien de l'ordre, des dégâts, oui, mais on ne pense pas une seconde à celles et ceux qui travaillent sur le territoire et qui sont au quotidien sur la terre et qui exploitent et qui vivent grâce à cette terre. Merci, Emmanuel Villeneuve. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Ça nous aide à surmonter ce qu'on supporte actuellement. Oui, mais j'imagine. J'ai une dernière question. Est-ce que vous, agriculteurs du coin, vous vous réunissez et est-ce que vous allez engager, je ne sais pas moi, des initiatives? Non, nous on souhaite la tranquillité. J'espère que tous mes collègues sauront effectivement se retenir, parce que bien sûr qu'à force, il y a de l'énervement, et nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun garde son calme dans notre métier. On se réunit, mais plus pour justement essayer d'évacuer un peu ce traumatisme, et puis ne pas tomber dans le piège de la vengeance ou de quelque chose comme ça. C'est surtout pas notre but. On veut surtout éviter ça. On est prêt à s'asseoir autour d'une table pour discuter du projet. Non pas le rediscuter, mais l'expliquer.
rediscuter, pour moi, c'est hors de question. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. On va pas recommencer à zéro. C'est hors de question. Dites-moi, certains pensent, laissent aller leur colère, certains de vos collègues? Pour le moment, je pense que ça a été maîtrisé. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de débordement de la part de mes collègues. Bien. Merci beaucoup, Emmanuel Villeneuve. Hein, merci. Merci à vous. Merci. 10h44, Sud Radio. On entend toutes les voix. On a beaucoup parlé, effectivement, des manifestants, des forces de l'ordre. Et là, il était bon d'écouter les agriculteurs de Sainte-Soline. Et l'un de ces agriculteurs, Emmanuel Villeneuve. À tout de suite. Il est 10h45. Vous êtes sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission, la réécouter. Elle est disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. 10h45, 11h moins le quart. Jean-Jacques Bourdin. Partons pour Saint-Jean-le-Vieux. Saint-Jean-le-Vieux, c'est dans l'Ain, 350 habitants. À Saint-Jean-le-Vieux, il y a un très beau château, le château de Varet, patrimoine inscrit au bâtiment de France. C'est un château médiéval. Propriétaire de ce château, une association qui s'appelle Alpha 3A, dont le siège social est à Ambérieu-en-Bugey, qui est à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-le-Vieux. Eh bien, cette association souhaite accueillir des migrants. La population et le maire ne sont pas d'accord. Le maire est avec nous, Christian Batailly. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, vous êtes maire de Saint-Jean-le-Vieux. Je n'ai pas dit de bêtises, hein? C'est un très beau château. Non. Ah, très beau château médiéval, 12e siècle. Petite rectification, vous avez dit Saint-Jean-le-Vieux, 350 habitants. Alors ça, c'est le hameau. Château, mais qui est rattaché à la commune de Saint-Jean, qui elle compte au total à peu près 1900 habitants. Ah, donc c'est un gros village, Saint-Jean-le-Vieux. C'est un village, une ruralité. Plus de 1000 habitants, c'est un gros village. Oui. Hein? Bon, alors ce château de Varet, donc sur ce hameau qui est rattaché à Saint-Jean-le-Vieux, est un très beau château, je le disais, patrimoine inscrit au bâtiment de France, château médiéval. Le propriétaire est bien cette association Alpha 3A, hein? Exact, depuis quelques mois. Depuis quelques mois, c'est une association qui a pour vocation d'accueillir, par exemple, des personnes sans abri, à vocation sociale. La vocation sociale pour le logement, l'animation, puisque dans les 3A, il y a accueillir, accompagner. Oui. Effectivement, on parle donc de logement accompagné, c'est le cas, mais on s'intéresse aussi à la petite enfance, l'animation, et puis bien sûr l'insertion sociale et les accueils des étrangers. Bien. Et précisons que c'est un château qui est bien sûr propriété privée. Oui. La commune n'a rien à voir dans le fonctionnement, hein, c'est du domaine privé, voilà, simplement. Bon, c'est du domaine privé et cette association souhaite accueillir des migrants. Combien de migrants ? Alors écoutez, tout s'est déclenché le 24 mars. Hein. J'ai eu la visite de la préfète de l'Ain, de la sous-préfète, les autres services préfectoraux. Et ils nous ont dit peu de choses, simplement qu'il y aurait une 50aine de migrants, dont on ne connaît pas encore les compositions des groupes. Hein. On parle de familles, de personnes seules, adultes. Apparemment, il n'y aurait pas de personnes, de mineurs non accompagnés, les MENA comme on dit, ça non, mais peut-être des enfants dans des cellules familiales. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous savons. On ne connaît pas un peu cette population puzzle, si on peut dire, hein, sans mauvais jeu de mots, mais en provenance peut-être d'Afrique, Europe centrale, Europe de l'Est, on ne sait pas trop. Encore hier, j'étais avec la sous-préfète de Nantua, hein, dont je dépends. Elle n'avait pas plus de renseignements de données que sa visite du 24 mars dernier. Voilà. Alors, vous vous opposez à la venue de ces migrants, c'est cela, Christian Batailly ? Alors, on s'oppose, oui, mais selon certains critères. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'humain. On dit on s'oppose parce qu'aujourd'hui les structures ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas compatibles avec l'accueil d'une population, avec un souci de légitimité d'intégration. Je m'en explique. C'est un château qui est loin de tout service. Il est loin du centre. La commune ne possède pas d'organisation médicale, sociale, médico-éducative, tout ce qu'on peut dans ce sens-là en tant qu'accueil. C'est-à-dire que c'est des personnes, on se demande si vraiment ce lieu est adapté. On n'a rien contre l'humain, on a contre l'organisation qui aujourd'hui, il me semble que c'est pas un lieu adapté parce que
j'ai dans mon entourage proche et dans mes élus une adjointe qui est salariée de l'association. Elle me dit, mais ces jeunes, on va les accueillir, c'est très bien, mais ils vont rester combien de temps? Parce qu'ils seront sans but. Aujourd'hui, ce sont des populations qui s'intègrent facilement dans des centres urbains organisés. Si vous aviez les moyens, les structures médicales, éducatives et sociales, est-ce que vous accueilleriez cette population? Alors, j'accueillerais dans la mesure où je ne suis pas décisionnaire. Non, ce sont les services de l'État qui le sont. Oui. Donc, si on devait faire un accueil, nous, ce serait, entre guillemets, une obligation de service. D'accord? Oui. Après, indépendamment que l'on soit d'accord ou contre, mais c'est l'État et la FA3A qui sont les décideurs, c'est pas la commune. Oui, évidemment, mais que dit la population? Que dit la population de la commune? Aujourd'hui, la population n'est pas très favorable, parce qu'on a l'exemple proche du Bourg-en-Bresse d'un ancien hôtel, mais qui n'est pas une structure d'accueil en tant que telle. L'hôtel a été dévasté, mais ce n'est pas Alpha 3A qui en est le propriétaire. Oui. C'était un laissé pour habitat. Je ne sais pas derrière comment ça se passe. Aujourd'hui, Alpha 3A, c'est son ADN, c'est son objet de... Ils savent faire quand même, Christian Bataille. Ils savent faire. Ils savent accueillir et créer les conditions de l'accueil. C'est incontestable. Là, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, il y a un savoir-faire qui est très bien, mais un savoir-faire qui peut, lui, trouver son existence réelle et sa légitimité dans des centres urbains qui ont eu une organisation sociale. Oui. C'est là le truc. Nous, on ne l'est pas. Oui, vous dites que c'est le problème, d'ailleurs vous soulevez le problème de l'accueil des migrants dans des petites communes qui ne sont pas équipées pour accueillir, c'est ce que vous voulez dire. C'est exactement. Et quand on pose la question aux propriétaires ou au service de l'État, on nous dit oui, on vous rassure, il y aura ce qu'il faut, l'encadrement humain, des véhicules à disposition. Oui, mais comment ça va se passer? Combien? Parce que eux, ils ont l'obligation d'accueil de logement. On est d'accord. Mais la journée, ces grandes journées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, j'ai échangé avec la préfète. Je dis, la loi aujourd'hui est contre nous, parce qu'on ne peut même pas utiliser ces jeunes. On prendrait un jeune, je le mettrais dans les services techniques, il fera un peu d'entretien, de voirie, des choses comme ça, pour retrouver quelque chose de socialisant dans leur vie, qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mais même ça, je peux pas. La loi ne me permet pas. Et on ne peut même pas, nous, tendre une main. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Bien, et qu'allez-vous faire donc? Vous attendez là des précisions? Alors, évidemment. Ce que j'ai demandé, moi, en courrier à midi avec la sous-préfète, que l'État organise une réunion publique. Parce qu'aujourd'hui, je comprends la population qui est un petit peu laissée pour compte, qui m'interroge. Le téléphone crépite en ce moment. Les gens ont l'impression que moi-même, je leur cache quelque chose. Et je leur dis non, moi, je vous livre ce que je sais, parce que je suis comme vous. J'ai pas plus de renseignements, j'ai la boîte à outils qui est vide. Bien sûr. Alors, je veux que, et c'est ma demande ferme, que l'État et Alpha 3A viennent organiser une réunion publique pour, je veux dire pas conforter. Pour informer. Pour informer et puis communiquer avec la population. Évidemment. Chose que je ne peux pas faire aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Merci, monsieur le maire. Merci, Christian Bataille. Merci, ça pose problème. Il n'y a pas qu'à Saint-Jean-le-Vieux que ça pose problème. C'est l'intégration, effectivement, de ces migrants qui sont accueillis dans des communes, petites communes, comme cette commune-là. Merci, 10h56. Allez, vous êtes sur Sud Radio. Vous savez ce qui se passe en nous écoutant, ce qui se passe partout. Et vous réagissez, évidemment, 0826 300 300. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio. Dans un instant, nous allons ouvrir notre débat habituel. Tous les jours, un débat entre 11h et midi. Aujourd'hui, débat autour des violences policières. Peut-on parler de violences policières? C'est la question que je vais poser. Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées? Nous aurons plusieurs intervenants qui vont débattre entre 11h et midi. Et si vous voulez vous mêler à la conversation, au débat, vous n'hésitez pas. 0826 300 300, 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, c'est notre heure de débat, comme tous les jours, 11h midi. C'est tous les jours passionnant et je vous rappelle que vous pouvez suivre ce débat. Si vous ne pouvez pas en direct, eh bien ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le revivre en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio. Et vous êtes extrêmement nombreux à écouter, je le sais, sur l'application et sur le podcast. Bien, débat, tous les jours un débat avec un sujet, des
questions qui sont posées et des intervenants qui connaissent le sujet abordé. Nous n'allons pas mettre autour de la table des intervenants étrangers au sujet dont on va parler. Alors aujourd'hui, je posais la question des violences policières. Peut-on parler de violences policières en France? Et je posais une question complémentaire. Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées? Voilà, pour débattre de ces questions, de cette question et de ces questions, nous avons 3 invités par ordre alphabétique. Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe Correll, qui est ancien de la PJ détaché au ministère de la Justice, auteur de Police nationale, l'envers du décor aux éditions de Noël. Bonjour. Bonjour. Et Jacques Demaillard, qui est professeur de sciences politiques, auteur de Police et société en France aux éditions Presse de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les 3. Bien. Alors, je vais partir sur une déclaration, parce que la France Insoumise se fait entendre, se fait remarquer, déclaration de Mathilde Panot. Hugo Bernalicis. Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée. Vous dites la même chose ce matin? Oui, et je vais vous en faire la démonstration. C'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le code de déontologie, dans notre droit en réalité, il est prévu que la police soit un service public qui n'est pas à l'usage uniquement de ceux à qui on la confie, c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, mais pour l'intérêt général et pour la défense notamment des droits humains. Et des biens. Des droits humains, donc le droit de propriété, les biens, ça fait partie dedans, pas de difficulté avec ça. Sauf qu'il y a une petite hiérarchie entre, et vous en conviendrez sans doute, entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, évidemment, et ceci a son importance dans notre débat, puisque nos voisins ont déjà tranché depuis plus longtemps que nous, ce genre de dilemme, si tant est qu'il y ait un dilemme en la matière. Et donc quand vous utilisez la force publique dans votre intérêt propre, d'un point de vue du gouvernement en fait, d'un point de vue politique, et non pas pour permettre les droits, de quel droit parle-t-on? Liberté d'expression, liberté de manifestation, alors c'est un comportement, c'est un usage milicien de la force publique et de la police. Et donc c'est ça le fond du problème. C'est pour ça que je commence comme ça. Mais je vois très sérieusement, c'est pas. Il peut y avoir un slogan, un effet slogan. Vous avez raison. Mais derrière il y a une argumentation. Bon, vous l'expliquez. Vous êtes d'accord ou pas, Christophe Correll? Écoutez, je crois qu'on est malheureusement dans ce qui fait beaucoup aujourd'hui notre société, dans une caricature et dans une réflexion un petit peu binaire. C'est-à-dire qu'on a cette impression qu'il faut choisir entre noir ou blanc. On n'a jamais effectivement de nuances. Et moi, je tiens à rappeler ça, et je suis ici aujourd'hui pour ça. C'est mon ADN, c'est comme ça que je fonctionne. Je veux absolument trouver de la nuance dans tous les propos et être constructif. Moi, j'aime ça aussi, à chaque fois. Je suis comme vous, j'aime ça aussi. Je le sais très bien. Bon. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a cette difficulté de reconnaître à la fois qu'on a des violences dans les manifestations. Elles sont partagées. J'ai absolument aucune difficulté à le dire ça, mais que effectivement, on a cette difficulté de reconnaître le nécessaire devoir de réponse de l'État vis-à-vis de ceux qui veulent casser du flic dans les manifestations. Il y en a, on peut pas le dire. Et aussi que cela doit se faire strictement dans l'état de droit et qu'il est aujourd'hui fondamental de dénoncer sous réserve d'enquête les excès de certains policiers. Donc vraiment, c'est cette nuance qu'il faut, à mon sens, trouver. On a du mal aujourd'hui à dire dans une même phrase, dans un même propos, que de dénoncer les excès de certains manifestants et de dénoncer aussi les excès de certains policiers. On a des blessés graves. Il y en a eu à Sainte-Soline le week-end dernier, des manifestants qui sont blessés gravement, des familles qui potentiellement vont perdre quelqu'un de leur famille, ou en tout cas qui est gravement blessé. Et il y a des familles de policiers qui sont exactement dans la même situation, puisqu'il y a aussi des blessés côté gendarmes et côté policiers. Donc j'aimerais bien qu'on ait, dans la société en général, et de la part de nos autorités, de nos représentants, de nos élus, des propos qui soient un petit peu plus nuancés, et qu'on soit vraiment dans cette capacité de parler des deux problématiques. 154 membres des forces de l'ordre blessés hier lors des manifestations. Quel est votre regard, Jacques Demaillard, sur cette phrase de Mathilde Panot et cette accusation? Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée. Oui, je pense que les responsables politiques doivent faire attention à l'usage des termes qu'ils peuvent utiliser. Du côté de Gérald Darmanin, on a eu toute une série d'affirmations qui ont été des affirmations qui ont été démenties par les faits. Ou qui ont été des approximations du point de vue juridique, du point de vue par exemple, des manifestations interdites auxquelles la participation serait un délit, ou non déclaré, sur l'usage des LBD à Sainte-Soline, qui en fait, sur le quad, avait eu lieu
en dépit de ce qu'il avait dit au départ. Donc la parole politique, elle est extrêmement importante. Je pense qu'elle est extrêmement importante dans ces moments-là, qui sont des moments tendus. On a parlé de violence dans les deux sens. Et le ministre de l'Intérieur a une responsabilité. Il a une responsabilité en utilisant des termes juridiques adéquats, en décrivant la situation. Je pense que parler d'usage milicien, ça me paraît être un terme excessif, et je pense qu'il faut que les termes politiques décrivent les choses telles qu'elles sont. Nier les violences policières, c'est un déni. Parler d'usage milicien, ça me paraît excessif. Voilà, vous aussi, vous êtes dans la nuance, si j'ai bien compris. Sauf moi, sauf vous, Hugo Bernalicis, la milice privée, non, parce que milice, le mot milice, pardon, Hugo Bernalicis. Je sais ce que ça veut dire, une milice. C'est justement un usage de la force à titre privé et pas à titre public. C'est la grosse différence. Alors après, dans l'histoire, ça peut avoir un poids, j'en conviens, mais justement, dans l'histoire, parlons des poids de l'histoire. Pas ça peut. J'ai été étonné de remarquer que la Ligue des droits de l'homme avait fait, suite aux déclarations de Gérald Darmanin au Sénat, indiquant qu'il souhaitait supprimer leurs subventions, s'interroger sur le fait que l'État donne des subventions à des associations qui étaient présentes comme la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Soline. Dans l'histoire, la dernière fois qu'un pouvoir en place s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, excusez-moi, mais c'était pendant le régime de Vichy, donc c'est pas très glorieux. Vous assimilez... Est-ce que vous assimilez le pouvoir de Gérald Darmanin au régime de Vichy? Non, je vous fais juste ce rappel historique. Bastien Lachaud l'a fait, mais enfin bon... Pas vous, mais Bastien Lachaud qui est un député LFI. Je suis encore plus nuancé que mon collègue Bastien Lachaud pour vous faire plaisir aujourd'hui ce matin. Mais c'est pas me faire plaisir. mais pourquoi vous prenez... C'est pas me faire plaisir. Je dis, ce n'est pas le régime de Vichy, Gérald Darmanin. Alors on est d'accord, on oublie. Mais sauf que c'est dans les deux cas, c'est les deux seuls moments dans l'histoire où c'est le cas. Je suis désolé. Ça c'est factuel. Alors comment vous voulez que je vous le dise? Moi je peux pas vous dire... Bon, alors, mais si je peux revenir sur le caractère... Je pose une question parce que tout à l'heure, Christophe Correl a posé une bonne question. Est-ce que mettre en accusation les policiers n'est pas encourager les casseurs et ceux qui veulent détruire la République? Justement, je vais y revenir parce que c'est le fond du problème, me semble-t-il. L'une des questions. Non, vous êtes d'accord ou pas? Non, c'est aussi caricatural. Non, évidemment. Mais évidemment qu'il faut dénoncer des violences excessives de la part de certains policiers. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dénoncer l'emploi de la force par les policiers de façon générale, en fait. Et ceux à qui il appartient de dénoncer. Les policiers peuvent et doivent employer la force. Mais évidemment, mais il faut une réponse effectivement aux dégradations, aux violences qui sont commises par certaines personnes qui n'y viennent. Et là, j'insiste vraiment parce que pour moi c'est fondamental. Je fais une différence entre les manifestants qui viennent effectivement s'opposer à un projet de loi politique et ceux qui ne viennent pas juste pour manifester, mais qui viennent pour s'en prendre soit à des policiers, soit à des biens publics ou privés. Pour s'en prendre aux policiers et à la République, quel que soit l'objet de la manifestation. Et il est fondamental pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces manifestations et je le respecte au plus haut point. Je crois que c'est fondamental de pouvoir manifester quand on n'est pas d'accord. Mais les manifestations ont des limites et la limite, c'est le champ de la loi finalement, c'est les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, surtout les atteintes aux personnes et en l'occurrence les atteintes sur les policiers. Ceci étant dit, je veux aller plus loin encore dans la réflexion. Il y a une responsabilité particulière de Gérald Darmanin parce qu'il est ministre de l'Intérieur et des policiers, policières et gendarmes parce qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique et donc ils le font dans un cadre en tant que fonctionnaire et service public, fonctionnaire militaire et dans le cadre du service public. Ni Gérald Darmanin, ni nous, ni moi, ne contrôlons les manifestants. Par contre, nous avons le contrôle, en théorie en tout cas, nous le contrôle parlementaire, à tout le moins, pour le Gérald Darmanin, le contrôle hiérarchique direct, sur les policiers, policières et gendarmes. Donc, s'il y a un paramètre sur lequel on a la main directement, c'est celui-là, sur comment, justement, on fait usage de la force. Le problème, c'est pas l'usage de la force, c'est de le faire dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire proportionnalité, nécessité. Ce sont les deux critères les plus importants. Il y en a d'autres, mais c'est les deux plus importants, à mon sens. Depuis plusieurs années, quand même, la science sociale nous a appris, en termes de psychologie des foules, de fonctionnement d'une foule dans une manifestation, que la manière dont on va positionner le dispositif d'ordre public, dont on va positionner la force publique, policiers et gendarmes, va avoir un impact sur le comportement des manifestantes et des manifestants, et y compris de ceux qui sont venus pour en découdre et pour être violents. Donc, sachant ça,
il faut peut-être qu'on regarde comment on opère du coup, comment on fonctionne. Et il y a deux grands axes. Celui d'une politique de désescalade, qui n'est pas toujours fonctionne parfaitement, mais en tout cas cette volonté d'aller dans une politique de désescalade, de dire voilà, nous avons la main sur la force publique, donc on peut faire bouger le dispositif pour faire en sorte que les tensions n'augmentent pas. Ce qui évite des blessés côté manifestants et aussi côté policiers et gendarmes. Et à l'inverse, vous avez une doctrine d'escalade qui vise à aller à l'affrontement, au contact. C'est celle qui est opérée, dont la plus emblématique est celle des brigades des brigades de répression de l'action violente, les fameuses braves M. Oui. Il y a des L aussi, bon voilà, c'est comme ça, différentes dénominations, qui est précisément de dire il y a des éléments perturbateurs qui s'en prennent aux biens, voire aux personnes, effectivement sur les policiers. Il faut absolument qu'on interpelle dans la manifestation. Or ça, quand on fait ça, au milieu de la foule, quand la brave fend la foule, où il y a des gens qui ne sont pas du tout des casseurs, qui sont là juste pour manifester, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un mouvement de foule et ça provoque, en général, des manifestants qui étaient venus là pacifiquement vont se solidariser avec ceux qui en voulaient s'en prendre aux biens ou aux policiers. Et donc vous allez avoir un problème qui va être agrandi, augmenté. Et c'est ça tout le problème en fait. La question que je vous pose, est-ce qu'on peut faire différemment? Oui, j'en suis convaincu. La question que je vous pose à ce moment-là, on verra si on peut faire différemment. On verra, on réfléchira à ça parce que c'est intéressant. C'est effectivement le but. Oui. J'aimerais juste rebondir à ce que vous dites, Monsieur le député. C'est à ce moment-là, on a cette nécessité, je pense, de devoir interpeller les gens qui commettent des exactions, des délits contre les biens ou contre les personnes. Ce sont des gens qui sont souvent encapuchés, vêtus de noir, etc., qu'on a énormément de mal à retracer à l'enquête. Et qui, encore une fois, ne sont pas là pour participer à la manifestation. Donc, la question que je pose, c'est comment on fait si on ne va pas à leur contact pour les interpeller à ce moment-là? Puisqu'on sait très bien que l'enquête est très complexe à mener, voire quasi impossible. On a, à mon avis, je ne connais pas les statistiques, mais je pense qu'on a très peu de résultats sur des enquêtes de long terme, sur des gens qui ont dégradé ou commis des violences sur des personnes, dans une foule, et qui sont tous habillés de façon à peu près similaire, en noir, etc. Non, mais c'est compliqué. Je dis pas que ça n'arrive pas. Heureusement que ça arrive. On a des services de police, d'enquête. J'espère. Et je tiens toujours à les mettre à l'honneur, qui font le job et qui le font le mieux possible. Mais comment on fait si on n'arrive pas effectivement à aller dans l'investigation? On est bien obligé à un moment donné d'aller au contact de ces personnes-là pour les interpeller. Comment on fait sinon? Si on fait pas ça, alors, du coup. C'est vrai. Vous voulez que je réponde tout de suite ou on fait tourner la... Vous allez répondre, puis on va faire un peu de pub. Tiens, attendez, on fait un peu de pub et... j'aurais préféré répondre que la pub, mais bon. Mais Hugo Bernalicis, vous allez pouvoir répondre, ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Hugo Bernalicis, vous avez la parole puisque vous l'aviez demandé. Allez-y. Pardon. Oui, j'ai la parole parce que je l'ai demandé, effectivement, comment on fait pour les individus qui veulent en découdre, qui sont là dans la manifestation. Oui. Alors, je vais pas vous faire un leçon d'ordre public, c'est pas mon métier, mais de ce que j'ai pu observer. Vous travaillez beaucoup sur ces questions. Bien sûr, mais de ce que j'ai pu observer, il y a plusieurs techniques qui sont pas à 100% efficaces, mais en tout cas, je crois, elles emportent plus d'efficacité d'un point de vue de la désescalade, de l'apaisement, qu'autre chose. Il y a un premier élément, c'est de faire en sorte d'essayer de désolidariser les éléments les plus virulents envers les policiers et les gendarmes du reste de la manifestation en pacifique. C'est un peu ce qui se passe là, j'ai vu, parce que les casseurs sont quand même très en avant de la manifestation. Il y a le cortège de tête, et donc ça c'est assez rodé, je vais dire, y compris avec les syndicalistes, parce que les syndicalistes, comme moi, travaillent avec la police. Oui, mais ça faut le souligner aussi, je pense. Je tiens à vous dire, je vais le dire tout de suite pour éviter toute polémique, je sais pas, ou si des gens croient ça de la part de la France Insoumise, nous n'appelons jamais, nous n'appellerons jamais, ni à casser des banques, ni à jeter des pierres sur les policiers et les gendarmes. C'est pas nos modes d'action. Nous on appelle aux manifestations, point. Éventuellement au blocage des raffineries, c'est vrai, je confesse. Oui, parce que vous dites que les policiers tuent aussi. C'est vrai. Bon, on va pas revenir. Je vous relance une polémique. Mais c'est factuellement vrai, mais c'est pas grave. La question, c'est est-ce qu'ils sont légitimes à le faire quand ils le font. Encore une fois, proportionnalité, nécessité. C'est ça la question de fond. J'imagine que quand il y a une attaque terroriste, si le terroriste est abattu parce qu'il a une arme à la main, personne ne va se poser de questions en disant bah oui, il a été tué. Bah bien sûr qu'il a été tué et c'était nécessaire et proportionné. Bon, je clôt le sujet là-dessus. Parce que c'est pas le sujet. Mettre en retrait les éléments les plus perturbateurs, ça veut dire que parfois
les gendarmes, les policiers qui sont là, doivent faire un mouvement de recul et de pas aller au contact, pour justement les amener vers eux et ensuite pouvoir les dissocier du reste du cortège. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que fonctionne la Brave, par exemple. Elle va immédiatement au contact, qui provoque encore une fois les mouvements de solidarisation. Hier, par exemple, dans la manifestation à Paris, j'y étais, je suis allé voir en tête de cortège, c'est ce que faisaient les policiers. Ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient pour essayer de diviser, effectivement, d'écarter de la manifestation en elle-même les perturbateurs, les casseurs qui étaient là pour casser. Ils ont essayé, puis au bout d'un moment, ils ont arrêté d'essayer. Parce que moi, j'ai fait toute la manif jusqu'au soir. Ils ont arrêté parce qu'il arrive un moment où la confusion règne. Mais oui, mais la confusion, elle dépend de l'action aussi des policiers et des gendarmes. Moi, j'étais place d'Italie, j'ai suivi le parcours. Je savais même pas que FO et la CGT avaient été déroutés sur d'autres cortèges. Ouais. Bah, je l'ai su parce que des militants me l'ont dit, que je me suis renseigné. Mais spontanément, je ne le sais pas. J'arrive place d'Italie, aucun message, c'est la fin du parcours officiel. Personne ne me dit, un, que c'est la fin du parcours, deux, qu'on doit se disperser, que je dois rentrer chez moi. La fin du parcours, c'était partout. Hein. On savait que on connaissait le parcours. Hein, pardon. Hein. Bah, d'accord, mais Invalide Place d'Italie, c'était le parcours annoncé. Sauf qu'une fois que j'arrive sur place, déposé. Écoutez, une fois que j'arrive sur place, il n'y a aucun message de la part de l'autorité publique pour dire que c'est fini. Pour dire que c'est fini de rentrer chez soi. Par contre, je vois d'autres messages. Je vois des charges de gendarmes qui foncent dans la foule pour aller attraper quelqu'un avec des lacrymos, des grenades de désencerclement qui sont jetées comme ça. Alors parfois de manière réglementaire, parfois un peu moins, donc dangereuse. Je vois des feux qui sont déclenchés, les policiers qui vont autour pour les circonscrire, pour que les pompiers puissent intervenir. Et en fait, pas d'intervention des pompiers, on laisse brûler. Alors que sur tout le reste de la manif, j'ai vu le dispositif des pompiers qui accompagnent les policiers. Est-ce qu'à un moment donné, on leur dit n'intervenez pas? C'est incompréhensible. Alors, pour terminer votre démonstration, comment fait-on pour répondre à la question? Donc, comment on fait? Il y a des moments où il faut assumer, c'est ce que font nos voisins, que s'il y a de la casse sur des biens, eh ben on essaye d'appréhender les personnes a posteriori de la manifestation. Comment on peut faire ça? Il y a des techniques d'enquête qui fonctionnent assez classiquement, mais qui ne sont pas forcément déployées. J'ai souvenir que début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait les services de renseignement qui avaient pu opérer sur des interpellations de 5 personnes d'extrême droite qui étaient venues vêtues de noir, mettre la pagaille, etc., et qui ont été parfaitement identifiées a posteriori de la manifestation et interpellées et confondues devant la justice. Donc on sait le faire. Je sais que sur les plateaux d'Hanouna, on n'arrive pas forcément toujours à savoir qui sont derrière les cagoules, mais des fois on a des choses. Bon. Deuxièmement, j'ai vu que les gendarmes à Sainte-Soline avaient utilisé des produits marquants. Bon, je suis pas un grand fan des produits marquants, mais il peut y avoir des méthodes qui permettent de différer. Comment on conteste ces produits, l'utilisation de ces produits? Vous êtes d'accord, vous? Moi, je vous dis juste qu'il y a d'autres méthodes. Et je pense que la principale méthode, c'est le dispositif en lui-même. Plus vous mettez un dispositif en retrait, moins il y a de contact, moins ceux qui veulent en découdre peuvent le faire avec les policiers et les gendarmes. Et s'ils le font, ils s'isolent eux-mêmes du reste de la manifestation. Ceux qui veulent en découdre, ils iront de toute façon au contact si ce n'est pas des policiers, ce sont des biens, des commerces, des choses comme ça. Des biens, et à un moment donné, on ne peut pas tout laisser faire non plus dans les attaques sur les biens. Je sais bien qu'on ne peut pas tout laisser faire. L'image a tourné, l'image a tourné, mais la brasserie, la rotonde, les policiers sont devant pour protéger le bien. Protéger le bien, et ils ramassent toutes sortes de projectiles, des peintures, toutes sortes de projectiles. Hein. Depuis le projectile le plus inoffensif jusqu'à des pierres et même plus encore. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retirer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les policiers? Ben là, il faut tenir la position, en l'occurrence. Tenir la position. Une fois qu'ils y sont, si vous voulez qu'ils fassent d'autres. Bah oui. Mais surtout, il faut ensuite qu'il y ait de la communication et des messages pour les manifestants, en disant aux autres, allez-y, avancez, continuez. Il n'y a pas de communication. Il n'y en a jamais. C'est insupportable, monsieur Bourdin. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est impossible. Les mégaphones, ça existe pas. Comment voulez-vous que les manifestants viennent passer autour de ces affrontements entre les policiers et les casseurs? S'ils veulent isoler, il faut qu'ils mettent qui coupent le cortège, ce qu'ils font souvent en fait en réalité les policiers. C'est pas facile. Mais sauf que pourquoi c'est pas facile? Parce qu'ils le coupent sans explication. Vous avez des rangées de CRS ou de gendarmes mobiles qui viennent là en plein milieu et qui viennent au contact. Donc les gens se disent quoi, ils nous bloquent. Forcément, y compris des gens syndicalistes bien formés qui sont pas du tout venus là pour casser quoi que ce soit, le prennent pour une provocation. Encore une fois. Alors, je voudrais. Quand vous n'êtes pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut que les messages. Mais il y a une question que je me posais au début. On en est au 11e. Hein. C'était la 11e mobilisation hier, 11e manifestation de masse. Hein. Au début, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de casseurs, pas de problème. Pas de casseurs, pas de problème au début. Mais non. Rappelez-vous.
Il n'y avait pas d'affrontement. Depuis que les casseurs sont arrivés, dans les non, ils n'étaient pas là. Depuis que les casseurs sont arrivés à des manifestations, il y a des affrontements et parfois, c'est vrai, il y a des manifestants qui se retrouvent mêlés à ces affrontements. Est-ce que c'est la responsabilité de la police ? Moi, je pose la question. On a eu quand même quelques exemples où l'usage de la force par la police n'a été ni proportionné, ni ça, légitime. C'est possible. Donc, c'est pas uniquement la responsabilité des casseurs qui peut expliquer l'usage de la force. On a eu beaucoup d'exemples de vidéos, d'enregistrements qui montrent que l'usage de la force, notamment par les Bravem, mais par d'autres unités non spécialisées, n'était ni légitime, ni nécessaire, ni proportionné. Donc, on peut pas le renvoyer uniquement à des forces extérieures. Je dis que les responsabilités sont peut-être partagées. Des gens ont franchi une étape. Est-ce que les responsabilités sont partagées ? Au moins partagé. Mais encore une fois, je reviens sur un truc, c'est que... Au moins partagé, mais pour vous, non. Mais c'est pas ça, c'est qu'on peut pas faire un signe égal entre les deux. Je vais revenir encore une fois. Le ministre de l'Intérieur ne contrôle pas les manifestantes et les manifestants, ni les casseurs, ni moi non plus. Il contrôle les forces de l'ordre. Exactement. Et puis on perd beaucoup de temps. Donc c'est le paramètre qui de l'œuf ou la poule est arrivé avant. En fait, c'est pas très important. C'est juste qu'à un moment donné, quand il y a des violences, elles se montent les unes par rapport aux autres. C'est exactement la même chose dans les propos politiques quand ils se montent les uns par rapport aux autres. On ne sait pas où on va s'arrêter. À un moment donné, faut dire stop. Moi, j'aimerais juste revenir à ce que disait Jacques de Maillard, et c'est fondamental à mon sens, et c'est là-dessus que porte le vrai débat. C'est la professionnalisation des unités qui opèrent sur le maintien de l'ordre. Ça, c'est un sujet et sur lequel il faut qu'on travaille. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Eh bien, écoutez, moi, je suis d'avis. En préparant cette émission, il était question de dire quelles sont les solutions. Où est-ce qu'on va aller. Attendez, il est 27. La deuxième partie, c'est les solutions. Vous avez raison. Écoutez, je ne veux pas couper mais vous avez entièrement raison. Et puis, question... on a commencé à l'esquisser quand même sur les techniques. On a commencé à l'esquisser. Mais moi, j'ai deux, trois questions quand même. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux ? Ça, c'est ou d'une manière indistincte, c'est la question que je pose. Le lacrymo, il part dans les airs. Et puis, il y a une autre question, c'est l'emploi de cette force. Est-ce que les règles des maintiens de l'ordre sont piétinées ? Moi, c'est quand même une question que je voudrais qu'on pose aussi, pour être équilibré. Ça me paraît logique. Eh bien, on va les poser. Il est 28, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h31. Alors, je voulais poser plusieurs questions et je l'ai posé. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux dans ces manifestations ? Oui ou non ? Vous dites non. Elle est indistinctement dirigée. En fait, ça dépend des techniques employées, mais par exemple, le gaz lacrymogène, par définition, c'est indistinct. C'est-à-dire que vous balancez du gaz lacrymogène en espérant que les gens s'en aillent. Voilà. Alors, on remarque qu'il y a moins de LBD utilisés dans ces manifestations qu'auparavant. Et il y a moins d'œils perdus. Oui. Bah oui. C'est tant mieux, mais c'est bien aussi. Non, mais c'est tant mieux, mais il faut le dire aussi. J'ai commencé par tant mieux. C'était mon premier mot. Donc, la preuve, c'est qu'on sait faire du maintien de l'ordre sans LBD. Là où on nous disait, sous Christophe Castaner, que s'il n'y avait plus LBD, oh mon Dieu, ce serait l'apocalypse. Ah bah non, c'est pas l'apocalypse. Donc, voilà. Un point pour moi, un point pour la France insoumise. Je me permets de nous attribuer nos propres points. Alors, question, est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées ? Oui. Oui ou non ? Non. Non, et là encore, il faut faire pas. Faisons de la nuance. Exactement, mais exactement. On en parlait un tout petit peu en antenne, mais dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, il est question effectivement, d'avertisseurs, de choses comme ça, qui puissent prévenir la foule, de mouvements de police, de choses comme ça. Meilleure communication dirigée vers les manifestants. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui ? J'en ai pas vu. J'étais pas encore à la manifestation, mais je n'en ai pas vu dans les images. Moi non plus, j'en ai pas vu. J'ai regardé hier, j'ai pas vu. J'ai entendu, j'ai pas vu. Sur place, j'en ai pas vu. Après, de façon naturelle, pardon, mais j'ai du mal à croire que des policiers vont faire usage de la force, de violence, de façon indiscriminée sur des manifestants. Alors, question complémentaire. Effectivement, comme l'a dit M. Bernalicis, effectivement, quand on envoie du gaz lacrymogène, à un moment donné, ça se disperse et ça va effectivement sur des personnes. Est-ce que vous comprenez que les forces de l'ordre se sentent montrées du doigt et soient exaspérées aujourd'hui ? Jacques de Maillard. Oui, elles ont affaire à des contradictions très fortes. Elles ont affaire d'abord à une situation qui est politiquement bloquée. Et donc, eux doivent gérer, par le maintien de l'ordre, une situation qui est bloquée. En plus de ça, vous avez une seconde dimension, qui est la dimension de la spectacularisation de la violence. Vous regardez les chaînes d'information en continu, vous voyez des dégradations et donc une pression politique. Et eux ont une pression... Je vois des feux de poubelle, surtout. Eux ont une pression... Dès qu'il y a une flamme, il y a 4 caméras qui arrivent.
Voilà, et eux ont une pression des caméras. Et des députés. Et des députés qui arrivent. Oui, c'est arrivé. C'est assez vrai, vous avez raison, c'est assez vrai. Mais c'est important dans une démocratie. Oui. Et vous avez en même temps des caméras qui les filment pour qu'ils soient irréprochables. Donc ils ont des contradictions extrêmement importantes à gérer, et ça, il faut le reconnaître. Ils ont également des situations de violence à gérer. Il y a eu les journaux de marche des CRS qui ont été diffusés par le journal Le Monde. On voit bien à quel point ils ont pu être mis en difficulté physiquement dans de nombreuses situations. Et moralement. Exactement. Ça, c'est indéniable. Et donc, cette dimension-là, elle est d'ailleurs pour partie construite par la situation politique, par la stratégie de maintien de l'ordre de leur ministre de l'Intérieur. Mais pour autant, on ne peut que constater que on a des comportements de certains fragments des forces de l'ordre, souvent les moins professionnalisés. On peut penser soit du côté des Bravem, les plus proactifs, soit les BAC, jour, nuit, qui viennent en appui des forces professionnelles. Mais sur les motos à l'arrière, sont souvent des membres de la BAC. Hein. Oui, voilà. Bon, les Bravem. Ils viennent pas de la BAC, les Bravem. Ils viennent des compagnies d'intervention. Il est deux. Au capitaine. Il y a aussi des membres de la BAC. Très peu des BAC, je vous assure. Très peu. C'est vrai. À la limite, ça revient même. À la limite, ça revient même. Et de ce point de vue-là... Normalement, les CI sont professionnalisés, mais ça, c'est une autre histoire. Donc on peut se poser la question du type de professionnalisation que ça représente, du respect des règles de déontologie. Et de ce point de vue-là... ces policiers s'exposent eux-mêmes à la critique. Et ils exposent eux-mêmes à la critique l'ensemble de l'institution. Quand en plus de ça, vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne reconnaît pas ces erreurs, ces fautes professionnelles de la part des fonctionnaires, vous vous retrouvez dans une situation qui accroît les tensions. Bien. Mais des enquêtes sont ouvertes tout de même quand il y a faute grave. Hein. Oui. Je dirais juste que fondamentalement, je rappelle toujours une chose, c'est que on nous l'apprend, nous, policiers, une arme n'est pas dangereuse en tant que telle. Elle n'est pas dangereuse. C'est la façon dont on l'emploie, dont on va l'utiliser. C'est comme le platane au bord de la route. Hein. C'est exactement la même chose. Le platane, c'est pas le responsable de la mort. Disons que le dégât d'un LBD utilisé et pas le même c'est pas la même chose qu'un tonfal utilisé. Bon, je suis d'accord. Et celle du 9 mm, c'est pareil. Il y a de la gradation dans les armes dont on dispose. Mais non, mais là j'ai paraphrasé le fait de dire la question de début, c'était est-ce qu'on doit supprimer les braves, pas les supprimer, etc. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est pas tant les braves en tant que tels qui sont potentiellement dangereux, c'est la manière dont on les utilise. À un moment donné, pourquoi il faut revenir à l'origine? Pourquoi est-ce qu'on a créé les braves? On a créé les braves parce qu'on avait besoin de mobilité, et on avait besoin de légèreté. Ce que ne sont pas capables de faire les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles. Lorsque vous déplacez une compagnie de gendarmes mobiles ou de CRS, c'est plusieurs camions, ce sont des mecs qui sont équipés avec 10 kilos chacun, etc. Donc il a été fait le constat qu'on avait besoin de mobilité, de gens qui sont en capacité de se déplacer très rapidement dans un endroit, notamment à Paris, et de façon légère. Donc on a inventé ces Bravem. Ces Bravem, elles ont pour mission, quelle mission? Elles ont pour mission d'aller au contact. C'est leur mission principale, c'est d'interpeller les éléments violents d'une manifestation. Donc leur création est consubstantielle à l'usage de la force. Ça, c'est une réalité à un moment donné. On est tous d'accord. Le problème, c'est quand effectivement l'usage il est disproportionné. Et pardon, moi j'ai toujours cette image. Alors, je sais plus si c'est un membre de la Bravem ou pas, mais de ce SDF qui était au sol avec, pardonnez-moi l'expression, mais toute sa maison sur le dos et qui était moqué, raillé, etc. Moi, j'ai pas de mots pour décrire ça en fait. Le policier que je suis a honte de cette situation. Donc ça, effectivement, ces débordements doivent être sanctionnés administrativement, déontologiquement et aussi judiciairement s'il y a une faute. Et ça me permet de faire une transition qui est à mon sens tout aussi importante que l'utilisation des forces de l'ordre. C'est effectivement le rôle de l'IGPN et de l'IGGN. Et là, on doit avoir Inspection générale de la police nationale. Voilà, et son pendant au niveau de la gendarmerie nationale. Il y a eu une évolution récente quand même, puisqu'on a aujourd'hui à la tête de l'IGPN un magistrat, et en numéro 2 de l'IGGN un magistrat également. Ce sont des évolutions qui vont porter leurs fruits dans le temps, etc. Ce que je veux dire juste, c'est que il est fondamental pour les citoyens d'avoir une confiance absolue dans les organes de contrôle de la police. Les institutions doivent absolument donner les moyens à ces services de fonctionner de façon normale. La question que je pose aujourd'hui, est-ce que l'IGPN a les moyens de travailler sur des périodes de crise telles que celle-ci? À titre personnel, je n'ai pas de doute quant au fond
de leur travail. Je suis persuadé que les enquêtes sont faites correctement. Donc de leur honnêteté morale. Exactement, et professionnelle. Ce sont des leur probité judiciaires qui sont recrutés en tant que tels. Et je l'ai fait, vous avez cité mon livre en début d'émission. Je suis moi-même allé à la rencontre de personnes qui travaillent justement avec l'IGPN, notamment des magistrats. Et j'ai un magistrat qui me disait qu'il n'avait pas de soucis sur les procédures gérées par l'IGPN. Vous avez la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? Sur les moyens, je partage... non, pas sur les moyens, mais est-ce que vous avez des doutes sur la probité de ceux qui sont appelés à juger les actes des policiers et gendarmes? Juste un petit aparté, on se doit aussi... l'institution police se doit aussi de donner les moyens à l'IGPN de fonctionner. Mais je veux dire pourquoi. Je parle notamment du RIO, par exemple. C'est toujours un problème qu'on a encore aujourd'hui. C'est le matricule, oui. On voit encore aujourd'hui des images avec des policiers qui n'ont pas le RIO. Et ça, je ne le comprends pas en 2023. Alors que c'est une obligation que les légale. hiérarchies ne soient pas strictes avec leurs effectifs et leurs encadrements. Et donc, le rôle de la hiérarchie, c'est d'imposer ce RIO pour que derrière, l'IGPN puisse faire un travail effectif, correct. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une IGPN légitime. Vous avez un doute sur la probité de... Alors, en fait, il y a ce qui s'appelle la théorie des apparences, qui s'applique notamment à la justice et aux magistrats, sur la garantie d'indépendance. Normalement, les enquêtes sont censées être faites de manière indépendante de l'exécutif et de la hiérarchie, y compris policière. Et donc, l'IGPN ne donne pas ces garanties d'apparence d'indépendance à tout le moins. Et c'est déjà un premier problème. Donc, vous mettez en doute... Non, attendez, je suis en train de vous dire que le soupçon... il peut se poursuivre par cette construction. Vous avez des soupçons. Mais c'est en ça qu'on nomme un magistrat à la tête de ces inspections. Ça va, c'est un magistrat pour aller un policier. Qui vient du cabinet de Gérald Darmanin. Mais c'est pas un magistrat quand même. Oui. Petit détail, je suis désolé, je dois le dire aussi. Dire, bon, les magistrats sont pas des saints non plus. Ce sont des hommes et des femmes qui sont aussi pris dans des contradictions, qui ont une vie, une carrière. Et je l'ai dénoncé d'ailleurs dans une commission d'enquête que j'ai présidée sur l'indépendance de la justice, où quand vous avez un monsieur Van Ruynbeek qui vous dit quel est le prix de l'indépendance d'un magistrat du siège, qui est statutairement indépendant, il vous répond sa carrière. Donc c'est pas vrai que ce soit si simple que ça. Oui, et donc c'est pour ça qu'on a demandé d'ailleurs, ils sont syndiqués ces magistrats ou pas à augmenter le niveau. Non mais je dis ça comme ça pour sourire. On va rester sur je dis ça pour sourire. Il faut qu'on augmente les garanties d'indépendance. Oui. Quand bien même les soupçons seraient avérés ou pas. Ce qu'a fait l'Angleterre, et c'est pas non plus génial ce qu'a fait l'Angleterre. Ça, c'est pas le sacro-saint. Mais ils ont aussi des problèmes actuellement. Oui, bien sûr qu'ils ont des problèmes parce qu'ils ne mettent pas assez de moyens. On y revient au problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes tout le flux de plaintes qu'ils reçoivent. Comment on fait? Il y a un contrôle externe qui existe aussi dans ce pays, qui s'appelle le contrôle de la défenseur des droits. C'est Claire Hédon qui est à la tête de l'institution et qui n'a mais pas du tout les moyens de faire son contrôle. Enfin, moi, je suis allé les voir plusieurs fois. Le nombre de personnes qu'ils ont par rapport au nombre de signalements qu'ils reçoivent, c'est impossible de faire son travail. Qui alloue les moyens d'ailleurs du défenseur des droits? Pardon, je pose une question. Alors, écoutez, c'est dans le budget chaque année qui est voté à l'Assemblée nationale. Ça dépend des services du Premier ministre, enfin quelque chose qui s'apparente à ça. Dans le budget, c'est pouvoir. C'est pas le ministère de l'Intérieur en tout cas. Non. Mais chaque année, je dépose des amendements pour qu'ils aient plus de moyens sur la base des demandes de la défenseur des droits. Et chaque année, on se fait jeter. Voilà. Donc à un moment donné, il y a une responsabilité politique aussi à ce niveau-là. Et donc moi, je suis pour supprimer l'IGPN telle qu'elle est aujourd'hui à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait un contrôle externe renforcé et qu'il y ait les moyens de prononcer les sanctions de manière indépendante. Suppression de l'IGPN. IGGN avec. Dans sa mission de contrôle individuel, les actes individuels faits par les agents, parce qu'il y a une mission d'inspection sur les budgets, etc., que moi, elle me pose pas de problème, qu'elle reste évidemment. Non, je suis pas d'accord. On ne naît pas enquêteur. Vous savez, moi j'ai été enquêteur pendant 15 ans. On ne se fait pas enquêteur comme ça du jour au lendemain. Les enquêtes, les investigations, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un métier qui s'apprend, évidemment. Sur l'enquête, je préfère encore que ce soit les services de la PJ, comme c'était le cas pour Steve Canissao à Nantes, puisque je vous rappelle qu'il y a eu d'abord une première enquête judiciaire côté IGPN qui n'a pas pu aller visiblement au bout des investigations. Au début, c'était l'enquête administrative, je crois, qui a des moyens limités quand même. Non, c'était les deux. Alors, attendez, on va pas entrer dans c'est la PJ qui a pris le relais. Moi, je suis pour le dépaysement des affaires aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de règles de conflit d'intérêts, en effet, qu'il faut mieux gérer. Je pense que sur cette question du contrôle interne, premier point, un collègue a fait une étude sur ces différentes instances au niveau européen. Et ce qu'il montre, c'est que le défenseur des droits est celui qui a le moins de moyens
au vu du nombre d'affaires qu'il traite. Donc il y a, je crois, indépendamment de la qualité du travail qui est fait par l'inspection générale de la police nationale ou la gendarmerie nationale, sont quand même des professionnels qui respectent des règles de déontologie, il y a cet enjeu-là du contrôle externe qui, en France, est faible comparé à d'autres pays européens. Or, c'est essentiel. Deuxième point, c'est que l'une des leçons qu'on peut tirer du contrôle, c'est qu'il ne faut pas que des policiers enquêtent sur d'autres policiers. Pas uniquement des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Ce qui veut dire que si on maintient IGPN ou IGGN, c'est important que ces inspections internes aient des magistrats, des spécialistes qui ne soient pas des policiers. Cette diversification, elle permet d'avoir... Il y a une... Ça existe, ouais, certes, ouais. Mais ça existe, au goût du jour, surtout. Ça existe de façon limitée. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en Angleterre, par exemple, vous avez une inspection forte externe, l'IOPC, Independent Office for Police Conduct, 1000 personnes, et vous n'avez que 25% de policiers à l'intérieur. Donc, toute l'idée, elle est de comment est-ce qu'on arrive à mixer des profils professionnels pour que ce ne soit pas uniquement des policiers ou des gendarmes qui contrôlent des policiers et des gendarmes. Bien, il est 11h44, midi moins le quart, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos dernières 10 minutes, Hugo Bernalicis. Pour vous, c'est simple, un policier doit encaisser sans répliquer. Il doit pouvoir savoir le faire, en fait. Quand on fait du maintien de l'ordre, la réponse, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Parce que quand elle est que individuelle, quand vous êtes mis dans une situation de tension, de violence, tout le monde est humain en fait, donc vous pouvez craquer et ça peut conduire. Mais comment ça peut comment conduire à des mises en danger formé du policier qui craque lui-même à encaisser sans répliquer, Christophe Corrèze. Tout ça, c'est de la théorie à mon sens, et ça va jusqu'à un certain point. Évidemment que les CRS, gendarmes mobiles, sont formés à ça, effectivement, à recevoir. Maintenant, quand vous avez des gens qui viennent avec des moyens incendiaires, qui vous balancent des moyens incendiaires, à un moment donné, il faut quand même être en capacité de répliquer et de dire alto sketch. Il ne faut jamais répliquer. Non, mais pas répliquer, mais à un moment donné, interpeller les gens. Enfin, donc employer les moyens pour les interpeller. À un moment donné, il faut des moyens. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ce qui se fait aujourd'hui, loin de là, et c'est pas du tout mon propos. Mais je ne peux pas laisser dire qu'il faut savoir encaisser sans répliquer. À un moment donné, je vois, vous l'avez encore dit tout à l'heure, je crois qu'il y a eu 150 policiers qui sont blessés hier. Il faut quoi en fait pour répliquer? Est-ce qu'il faut un mort en fait pour pouvoir répliquer? À un moment donné, donc je pense qu'il y a des limites à tout. Et là aussi, il y a de la nuance. J'espère que le raisonnement ne vaut pas pour les manifestants aussi. Ah non, mais évidemment pas. Vous voyez la problématique dans laquelle on se trouve. Et le phénomène aussi de radicalisation de beaucoup de personnes, de manifestation en manifestation, par rapport à ce que eux vivent et parce que eux voient aussi. Jacques de Maillard, encaisser sans répliquer? Oui, ça fait partie du savoir-faire traditionnel des forces de l'ordre. C'est pas leur unique savoir-faire, mais ça fait partie de leur savoir-faire, bien évidemment. Comme ceux tout à l'heure, font d'ailleurs souvent entre nous. Et ils encaissent sans répliquer, bien souvent. J'ai regardé hier, je peux vous dire qu'ils ont encaissé sans répliquer. Oui, il y a un vrai savoir-faire capitalisé de la part des CRS et des gendarmes mobiles qu'il faut vraiment reconnaître. Je pense qu'il y a 3 points, moi, qui me paraissent importants. Le premier, c'est que les interpellations, elles doivent être ciblées. Il n'est pas question de dire que aucune interpellation doit avoir lieu. Mais on a vu beaucoup d'interpellations préventives qui s'avèrent poursuivies de rien du tout. De classement sans suite, et ça c'est un enjeu. De libération immédiate même, voilà. Dans les 24 heures. C'est ça. Et donc là il y a un enjeu, je pense on a parlé tout à l'heure de risque de solidarisation. Et effectivement, les gens viennent manifester avec plein de motifs différents, et le fait de savoir cibler et éviter ces effets de solidarisation sont centraux. Le deuxième point, c'est que je pense que la communication était prévue dans un certain nombre de textes. Il y a eu un schéma national du maintien de l'ordre qui a été édicté il y a quelques années, en essayant de tenir compte des erreurs commises lors des manifestations Gilets jaunes. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment à Paris, il y a quand même un manque de lisibilité. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Hugo Bernalicis. C'est un enjeu central, et on retrouve la question de la solidarisation. Quand vous êtes perdu au milieu de la bataille, pour quelqu'un qui est venu manifester pacifiquement, vous êtes dans une situation qui est potentiellement très complexe. Vous me disiez à Sainte-Soline, l'ordre a été mieux, enfin le maintien de l'ordre a été plus efficace que dans les manifestations.
Non, je dirais pas qu'il a été plus efficace. C'est-à-dire que je trouve que ce qui se passe à Paris, c'est que vous êtes dans une situation de désordre avéré avec des débordements de la part de certaines unités qui est plus clair qu'à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, vous avez eu une stratégie de maintien de l'ordre qui a été une stratégie quand même au total très offensive. On regarde, il y a eu l'usage d'armes de guerre. Mais du point de vue des... Vous dites meilleure stratégie, vous me l'avez dit. Je dirais... Non, il y a eu moins de... il faut assumer. Hein. Non, je dirais il y a eu moins de débordements. Moins de débordements. C'est-à-dire, il y a eu une stratégie collective qui a été... meilleure. De ce que l'on sait, plus contrôlée. Plus contrôlée. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, moi, Christophe Correll. Oui, j'aimerais juste revenir sur les gardes à vue qui finissent par des libérations sans poursuite, etc. Là aussi, il faut faire attention aux raccourcis. Évidemment, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de difficulté, c'est la décision des magistrats, ils sont souverains là-dessus, il n'y a pas de problème. Juste, il faut faire attention dans ce qu'on dit. À un moment donné, on interpelle des personnes. Il faut regarder dans quel cadre elles sont interpellées, dans des mouvements de foule, dans des mouvements de manifestation. Oui. On va interpeller une personne qui a potentiellement, qui a commis un délit, etc. Elle est ramenée au commissariat. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'arrive pas, sur ce temps de garde à vue, à ramener la preuve de la commission de l'infraction. Pourquoi ? Parce que les policiers sont pris toujours dans le temps. C'est qu'ils interpellent, ils viennent, ils ramènent, ils retournent dans le manif, ils retournent au commissariat. Et à un moment donné, ça ne suit pas. Et c'est là qu'on a un problème, en fait. C'est dans la restitution de la preuve. Et du coup, les magistrats font tout à fait leur travail. Après, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Si la preuve de la commission de l'infraction n'est pas rapportée, les personnes sont libérées sans poursuite. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des interpellations qui ne devraient pas avoir lieu. Les policiers les font parce qu'ils les jugent utiles, parce qu'ils constatent des délits qui sont commis dans ces manifestations. Et heureusement qu'ils interpellent. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc il faut vraiment faire attention à ces raccourcis pour dire qu'il y a eu des interpellations qui ne devraient pas avoir lieu. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas ça. C'est le problème de la preuve qu'on n'a pas réussi à apporter sur le temps de la garde à vue. On n'interpelle personne. Mais on a dit nuance ce matin. Mais justement, alors allez-y. Remarquez, la milice, c'est pas tellement nuancé, hein, la milice privée. Oui, mais vous parlez de nuance, mais enfin, les filles, vous êtes champion de l'anti-nuance. Des fois, il faut ne pas être nuancé pour faire surgir le débat. Donc, pour faire surgir le débat, je pense que c'est d'intérêt public et d'intérêt général. Il y a une différence entre être au pouvoir et être dans l'opposition et être parlementaire. Mais c'est encore de la nuance qui parfois est plus complexe. Alors allez-y dans la nuance. J'ai vu hier, j'étais au contact... non, pardon, j'étais pas au contact des gendarmes. Les gendarmes sont venus à notre contact. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et je les entends dire là-bas, je les vois pointer du doigt quelqu'un qu'ils auraient repéré comme ayant commis une infraction préalablement, jeté un projectile, etc. Le type en rouge, je les entends distinctement, je suis à 2 mètres. Et là, je les vois foncer. Et, sur le type en rouge. Eh ben non, ils ont pris 2 types en rouge. Oui, mais les 2 vont finir 24 heures au trou. Peut-être pas 24 heures. Ouais, 20 heures, allez, si vous voulez. Je vous accorde les 4 heures restantes. Et ils n'étaient pour rien. Il y en a au moins un des deux, visiblement, qui était pour quelque chose, et l'autre non. Oui, sauf que derrière, ils iront quand même tous les deux en garde à vue. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez les deux là, en l'occurrence, plutôt que moi, j'aime pas trop les erreurs judiciaires, donc je préfère laisser les deux. Mais ça, c'est après une question de point de vue philosophique. Que toi coupable en liberté qu'un innocent en prison. C'est ça, une philosophie pénale. Quand même. D'un vieux discours d'un certain Maximilien Robespierre, accusateur public. Oui, Maximilien Robespierre, vous pouvez trouver d'autres exemples. Je continue, je poursuis. Oui, alors en vous disant que c'est pour ça que dans la professionnalisation de l'ordre public, il est peut-être nécessaire qu'il y ait aux côtés des unités qui sont dans l'action en tant que telle, d'autres qui font de l'identification et qui ne font que ça. Oui, avec Robespierre, on je veux que vous expliquiez. Non, on n'interpellait pas, on coupait la tête. C'était plus simple. Ça, c'est en fin de parcours. Mais oui, enfin, c'était pas remarqué, la justice était rendue plus rapidement. Et c'est pas Monsieur Robespierre lui-même. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de nuances. On ne va pas refaire un cours d'histoire. On pourrait, mais il faudrait inviter mon collègue Léaumont. Il est comme Darmanin, c'est lui qui donnait les ordres. Oui, d'accord. Mais donc, j'en reviens à ces interpellations. Et c'est vrai qu'on a vu des tas d'images, des braves ou autres, où on se demande pourquoi des gens ont été interpellés, des touristes qui passaient par là, des gens à qui on dit à l'arrière dans le camion, on sait que c'est pas vous, mais bon, maintenant que vous êtes là, faut faire la fiche d'interpel et la suite déroule. C'est ça la réalité aujourd'hui de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Mais bien sûr que non. Alors du coup, la question, c'est pas de jamais il y a injustice, on n'est jamais satisfait. Sauf que tout ça, ça provoque de l'escalade derrière et de la radicalisation. Vous voyez, tout se tient en fait. Donc il faut être bien plus professionnel en la matière et il faut que les ordres qui sont politiques
ne soit pas d'aller au contact, mais de vous garantir la demandez une liberté professionnalisation de la police. Et regardez, si je comprends bien Hugo Bernal ici. Bien évidemment, dans tous les domaines d'ailleurs, soyez en passant. Oui, je suis pour augmenter la formation initiale à 2 ans pour tout le monde, de base, et même pour aller la formation continue. Et aller plus loin pour la formation continue, avec des 3 ans, 4 ans, bref, des spécialisations. Mais ça, c'est pas police. Bah oui, monsieur. En tout cas, une police qui a les moyens de faire son travail. Il y a une police qui a les moyens de faire son travail et avoir les moyens de faire son travail, qui est de respecter les droits fondamentaux, l'équilibre des pouvoirs et tout un tas de choses qui sont comprises dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auxquelles je pense nous sommes toutes et tous attachés. Donc l'enjeu, il est là. Et quand vous avez un Gérald Darmanin qui donne des ordres d'aller au contact et que nous on nous dit ah bah oui mais il faut appeler au calme, etc. J'ai entendu ça en commission des lois. Mais vous voulez que je fasse un appel au calme ce matin chez vous? Je vais le faire. J'appelle au calme, j'appelle au retrait de la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans. Et croyez-moi que ça va immédiatement tout calmer. Et vous n'aurez plus de casseurs, vous n'aurez plus de manifestations, vous n'aurez plus de blessés dans la police et la gendarmerie. Bah facile, mais c'est ça, c'est de la politique. Bien, il est 11h57. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est un débat intéressant, très intéressant, parce que ça permet de réfléchir avec un peu de nuance, c'est vrai. Et 11h57, merci. Allez, je vais recevoir Marguerite Stern dans un instant. Si vous ne connaissez pas Marguerite Stern, je vous conseille d'écouter, parce que c'est absolument étonnant ce qui lui est arrivé. Je résume. Marguerite Stern est une militante féministe que vous connaissez, qui est accusée de transphobie. Elle devait participer à un colloque à Nantes de soutien aux femmes afghanes et iraniennes. Elle a été interdite de colloque sous pression des militants transgenres, car pour Marguerite Stern, une femme est une femme et un homme un homme. Allez, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Nous allons recevoir, et j'en suis très heureux, Marguerite Stern, qui est militante féministe. Vous êtes là, bonjour Marguerite Stern. Alors, vous n'êtes pas que militante féministe dans la vie, mais vous êtes avant tout militante féministe. Présentez-vous rapidement pour que les auditrices et les auditeurs sachent qui vous êtes. Je m'appelle Marguerite Stern, donc j'ai 32 ans, je suis militante féministe depuis 10 ans, j'ai fait partie des Femen pendant 3 ans, j'ai créé en 2019 les collages contre les féminicides pour essayer de mettre fin aux féminicides et aux violences conjugales. Et là, récemment, j'ai créé avec Dora Muto une plateforme qui s'appelle Feméliste, puisque toutes les deux, en fait, ça fait 3 ans qu'on tient des positions critiques du genre, c'est-à-dire qu'on rappelle que les femmes sont des femelles et que ça ne devrait pas être une insulte, en fait, d'être perçue comme une femelle. Les femmes sont des femmes, des femelles, et les hommes des hommes, quoi. Des mâles, voilà. Des mâles. Les femmes sont des femelles et les hommes des mâles. Et vous tenez à cela parce que c'est biologique. Oui, c'est comme de dire que la Terre est ronde, c'est comme rappeler des principes importants comme la gravité, l'héliocentrisme, enfin voilà, c'est les bases en fait. Bien. Et Marguerite Stern, vous deviez participer à un colloque le 15 avril à Nantes, un colloque pour la liberté de la femme. Hein. Le colloque s'appelle « Femmes, vie, liberté, un combat laïque ». Universel. Et évidemment, on pense aux femmes iraniennes, évidemment, on pense aux femmes afghanes, que l'on doit défendre, que l'on doit soutenir, que l'on doit aider. Et tout à coup, on vous a dit non, vous n'êtes plus invité, vous ne participerez plus à ce colloque. On va tout savoir juste après la pub. À tout de suite. Bourdin. Il est 12h12. Merci d'être avec nous. Marguerite Stern est notre invitée féministe. Marguerite Stern qui était invitée à un colloque qui doit se tenir le 15 avril à Nantes. Femmes, vie, liberté, un combat laïque universel. Colloque dédié en partie évidemment au combat des femmes afghanes et iraniennes. Colloque organisé par le comité Laïcité République Pays de la Loire. Quel était votre sujet d'intervention ? Alors moi je devais intervenir sur l'état du féminisme après MeToo, 5 ans après MeToo. Oui. C'était intéressant. C'est intéressant, vous voulez que je vous raconte. D'ailleurs, quel est l'état ? Moi, je suis très pessimiste, c'est-à-dire que je trouve que MeToo a été quand même un moment formidable pour les femmes, un moment d'union, oui. Un moment où on a pu en fait mettre en commun nos expériences et se raconter en fait l'une et l'autre ce qu'on vivait et finalement se reconnaître dans une communauté, quoi.
Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Ah oui, oui. Merci. Et finalement, je trouve que le statut de victime, en fait, suite à MeToo, est devenu quelque chose qu'on a célébré, glamorisé, en fait. C'est devenu cool, en fait, tout d'un coup, d'être une victime. Alors qu'il y a des femmes qui sont réellement victimes, et très nombreuses. Enfin, on sait qu'en France, 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales. Donc c'est un phénomène massif. Ce qu'on sait. De ce qu'on sait, évidemment, oui. Il y en a probablement bien plus. Et donc ce statut de victime, en fait, c'est important de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a des femmes qui sont victimes. Mais moi, je trouve que depuis MeToo, en fait, c'est devenu un truc cool d'être une victime. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que ça mène à une espèce de course à l'oppression, en fait, à qui va être le plus opprimé, parce que la société vous valide, vous célèbre, en fait, quand vous êtes plus opprimé. Et finalement, ce que ça a entraîné, c'est aussi le fait que désormais, les femmes les plus opprimées sont des hommes, c'est-à-dire les femmes trans, en fait, qui cumulent donc plusieurs oppressions du fait que ces personnes sont soi-disant femmes, mais en plus trans. Donc, en fait, voilà, ces personnes deviennent les femmes les plus opprimées. Finalement, le sujet central du féminisme actuellement, ça me dérange. Bien, et ce sont ces militants de transgenre qui ont fait pression sur les organisateurs pour vous priver de parole. Ouais, exactement. Il y a eu des pressions de la part de milieux d'extrême gauche. Il y a eu un appel à manifester contre moi. Il y a eu des menaces de violence. Il y a eu aussi des élus de la ville de Nantes qui se sont permis de dire que j'étais une militante transphobe. Tout ça parce que Si, mais je ne dis rien contre les personnes trans, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'exprime contre une idéologie qui me dérange, qui, j'estime, porte atteinte aux droits des femmes, aux droits des enfants. On est sur des sujets sérieux, graves, mais je n'appelle jamais à la haine contre les personnes trans. Donc ces élus m'ont qualifié de transphobe. Un député à LFI a osé me qualifier de TERF, donc c'est Trans Exclusionary Radical Feminist. Sur mon compte Twitter, j'ai une vidéo qui explique en fait ce qu'est ce terme, qui est un terme en fait qui est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon et accompagné en fait en permanence de menaces de mort, de violence à l'encontre des femmes qui pensent comme moi. C'est un terme vraiment pas anodin dans la bouche d'un député, ça m'a beaucoup choquée. Compte tenu du fait aussi que le 8 mars dernier, partout dans les rues de Paris, ont été tagués des messages « Mort aux TERF »,« Tuons les TERF »,« Dora Muto au cachot ». Dora Muto, c'est une journaliste qui conduit le même combat que vous. Exactement. Donc en fait, ce terme n'est pas anodin. Ce terme est accompagné en permanence de menaces de mort. Et les TERF en France, on sait qui c'est Dora Muto et moi, et franchement on est inquiète de la situation. Donc quand un député, la France Insoumise, se permet d'utiliser ce terme, ça n'est pas anodin, il participe aux violences. Exactement. Mais c'est un appel à la violence, tout simplement, un appel à la violence. Alors expliquons, c'est une l'idéologie transgenre, maintenant, tout à fait, qui veut se répandre et partout dans le monde, parce qu'on parle de la France, on vous prive de parole, alors que vous allez défendre les femmes, et notamment les femmes iraniennes ou afghanes. On vous prive de parole au nom d'une idéologie violente. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais lire en fait le tweet d'une femme afghane qui justement m'a soutenue et qui dit voilà, les femmes sont des femelles. Les femmes en Iran et en Afghanistan sont tyrannisées, oppressées parce qu'elles sont des femelles. Et nous, vous avez des problèmes en gros dans votre monde occidental. Qui sont complètement délirants. Enfin voilà. Donc en fait, les femmes afghanes, n'en pensent pas moins. Elles ne comprennent pas cette violence de la part de transgenres vis-à-vis des femmes. Et donc cette idéologie transgenre, qui est particulièrement répandue dans le monde anglo-saxon, mais qui arrive en Europe, en France, en Allemagne, en Espagne. Il y a des lois qui passent, il y a des attaques dans la sphère législative. Donc cette idéologie-là, pour moi, relève de la croyance. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui nous dit, comme le lexique trans du planning familial dit par exemple que le sexe est une construction sociale. Le sexe est une construction sociale, c'est-à-dire que on rejette la biologie. Il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de femelle. Tout cela vous oubliez en fait. Et donc on pourrait s'autodéterminer.
C'est-à-dire dire que voilà, si moi je suis un homme, et vous devez m'appeler monsieur et je vais devenir agressive avec vous si vous m'appelez pas. Oui, on n'utilise plus cette idéologie, on n'utilise plus le sexe biologique pour définir hommes et femmes. Exactement. En fait, on parle de la notion de genre, donc il y aurait 15 000 genres différents. Alors, par exemple, des hommes biologiques doivent pouvoir participer à des compétitions sportives féminines. Exactement. Et utiliser les vestiaires des femmes. Voilà, c'est les aberrations en fait auxquelles cette idéologie conduit. C'est-à-dire que moi, souvent, on me dit mais c'est un débat d'idées. Alors, c'est aussi un débat d'idées, c'est vrai, qui pose des questions philosophiques, spirituelles. Mais en fait, c'est aussi une idéologie qui porte un projet politique, de la même façon que l'islam radical porte un projet de société politique. Et moi, je considère que les croyances, en fait, elles doivent rester dans la sphère privée et qu'on n'a pas à les porter comme ça sur la place publique. Et en fait, cette idéologie politique, quand on l'applique dans la réalité, en effet, il y a des hommes qui gagnent des compétitions sportives de femmes parce qu'ils s'auto-identifient femmes. Il y a des hommes qui violent des prisonnières féminines parce qu'ils sont incarcérés dans les quartiers pour femmes. Il y a plusieurs cas comme ça au Canada, aux États-Unis. Ça existe oui. Au Canada, aux États-Unis. Faites une recherche Google. Il y a des femmes qui se sont déclarées hommes. Non, ou des hommes, il y a pardon. Des hommes qui se déclarent femmes. Voilà, des hommes qui se déclarent femmes et qui, du coup, sont emprisonnés dans les mêmes cellules que des femmes. Oui. Et qui en profitent pour violer des femmes. Oui, ça arrive. Ça arrive. Il y a plusieurs cas. Voilà où on en arrive. Voilà où on en arrive. Et puis il y a aussi un embrigadement sectaire en fait envers les enfants, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où en fait on leur fait un lavage de cerveau. Et donc vous avez un véritable phénomène de contagion sociale, notamment parmi les jeunes filles. Les filles, ils sont beaucoup plus sensibles que les garçons. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais une récente étude vient de sortir dans ce sens-là. Donc les filles sont très sensibles à la contagion sociale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on a 75% des personnes qui se déclarent trans qui sont des femmes ou des filles, la plupart du temps très jeunes, et donc on voit ces phénomènes-là dans les écoles où en fait vous avez des espèces de clusters comme ça, et ça arrive en France, en Suisse, voilà, où des filles se déclarent non binaires, hommes. La plupart des militants transgenres sont biologiquement des hommes plutôt que des femmes ou pas ? J'en sais rien, ça dépend. Vous ne savez pas, oui, ça dépend. Oui, ça mais dépend. Tous les militants transgenristes qui prônent cette idéologie ne sont pas nécessairement des personnes trans. Oui. Oui, ils ne sont pas nécessairement des personnes trans. Alors, les militants transgenres qui, par exemple, poussent le planning familial à ne plus s'adresser aux femmes en les appelant femmes, mais personnes avec des utérus, pour ne pas froisser quelques femmes biologiques qui se revendiquent hommes. Exactement, on a une offensive au niveau du langage, en fait. On nous interdit certains mots, comme le mot femme, qui est devenu insultant. On nous impose d'autres mots complètement délirants, donc personne à vulve, personne à utérus. Il y a une vraie offensive au niveau du langage, et en fait, quand on essaie de contrôler le langage des autres, c'est jamais bon. Oui, ça c'est sûr que c'est jamais bon. Et c'est pas bon non plus pour le féminisme. C'est pas bon pour le féminisme parce que finalement l'objet central du féminisme, c'est désormais des hommes qui portent des jupes et pas des femmes. C'est-à-dire que moi, si j'ai commencé à m'exprimer sur ce sujet, c'est pas parce que j'en ai vraiment quelque chose à faire, de tout ça. À la base, moi c'était pas mon sujet. Moi j'étais sur les féminicides et les violences conjugales. J'ai créé ce mouvement de lutte, de collage contre les féminicides parce que voilà, c'est un drame en fait ce qui se passe en France dans ce pays sur ce sujet et que le gouvernement n'agit toujours pas. Et en fait, ces militants transgenristes se sont mis à reprendre mon esthétique pour aller coller des trucs délirants comme une femme trans est une femme, et finalement à détourner en fait un moyen de lutte féministe pour lutter contre les féminicides au profit de leur propre idéologie. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les milieux féministes, on ne parle plus que de ça. Plus que du fait que les femmes peuvent avoir des pénis. Il y a quand même d'autres sujets beaucoup plus tragiques à aborder. Donc c'est un danger pour le féminisme. C'est un danger pour le féminisme. Vous avez peur ? La peur, dans ma chair, ça fait bien longtemps qu'elle m'a quittée. Oui. Parce que ça fait 3 ans que je vis des menaces. Néanmoins, si je regarde la situation froidement, en l'analysant de façon objective, oui, j'ai peur. Je devrais avoir peur. Je reçois depuis 3 ans, ainsi que Dora Muto, des menaces. J'ai déjà été agressée physiquement en manifestation. On m'a lancé des œufs au visage. Manifestation dite féministe. Dite féministe. Un 8 mars. C'est pour ça que je vais plus en manifestation.
J'ai peur aussi quand je regarde ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que... Dites-moi. Eh ben, aujourd'hui encore, en fait, j'ai vu une vidéo d'une sportive, d'une championne de natation, Riley Gaines, qui s'est exprimée publiquement contre le nageur transgenre Lia Thomas, qui est donc un homme qui se déclare femme, qui était médiocre dans sa catégorie et dans sa catégorie masculine, et qui, à partir du moment où il s'est déclaré femme, a remporté une compétition féminine. Cette femme a été obligée de se changer dans les vestiaires à côté de ce monsieur. Elle a raconté publiquement le traumatisme que ça a été d'avoir été exposée à son regard, d'avoir été exposée à la vue de ses parties génitales aussi dans ces vestiaires de femmes, et pour cela elle est menacée. J'ai donc vu une vidéo d'elle aujourd'hui sur Twitter où elle est poursuivie par des militants extrêmement violents qui veulent la frapper. Elle a été exfiltrée par la police. Voilà, tout simplement parce qu'elle a parlé de son traumatisme de femme et de son droit de femme en fait à avoir accès à ses propres compétitions sportives. Des agressions physiques comme celle-là, il y en a de plus en plus dans le monde anglo-saxon et oui, elles font peur. Donc moi j'ai peur qu'en France en fait, il se passe bientôt la même chose. Alors les instances sportives internationales ont répété qu'un homme était un homme dans une compétition et qu'une femme était une femme. La fédération d'athlétisme. Fédération d'athlétisme, effectivement, qui ne veut pas être confrontée à ces problèmes-là, effectivement. Mais que la fédération d'athlétisme pour l'instant à votre connaissance? À ma connaissance, oui. Il faut savoir que Est-ce que le CIO s'est prononcé pour l'instant? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Il faut savoir que le sport, c'est pas quelque chose d'anodin. En fait, c'est un véritable vecteur d'émancipation pour les femmes. Les femmes ont dû se battre pour avoir accès à leurs propres compétitions sportives. Les premiers Jeux Olympiques ont été organisés, de l'ère moderne, ont été organisés sans les femmes. Il y a eu des femmes comme Catherine Schwitzer, qui est une marathonienne qui s'est battue dans les années 60 pour courir donc, le marathon de Boston. Les femmes se battent pour avoir les mêmes prix lors des grandes compétitions, enfin bon, etc., etc. Ça a été toute une lutte pour les femmes d'avoir accès à leurs propres compétitions sportives. Et donc là, on assiste à réellement un retour en arrière sous couvert de progressisme, sous couvert d'inclusivité, de bienveillance. L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, quoi. Marguerite Stern, je vous remercie. Merci à vous. D'être venue nous voir pour ce témoignage. Ça vous fait réagir, c'est formidable ce que vous avez entendu. Si vous voulez réécouter, ce n'est pas compliqué. Vous avez un podcast pour cela. Hein. C'est le podcast de Sud Radio. Vous vous branchez et vous écoutez cela. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Marguerite Stern. Merci. Je rappelle que bon week-end de Pâques à tous. Lundi, nous serons là. Nous travaillerons pour Pâques. Traverse-t-on vraiment une grave crise démocratique? C'est la question que je poserai. Le débat, 11h, 12h lundi, ce sera évidemment toujours passionnant. Merci de nous avoir suivis, André Berkoff.